Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le débrief. Nous sommes le 8 mars et c'est la fête de la femme célébrée dans le monde entier. J'attendais la réaction de nos invités parce qu'en général, on n'aime pas, c'est pas vrai, c'est pas la fête de la femme, c'est la journée internationale de la femme célébrée dans le monde entier. Je n'ai pas eu votre réaction, c'est pas bien ça. Mais attention, contrairement à une habitude souvent ancrée dans les esprits, il ne s'agit pas d'une fête de la femme, mais d'une occasion, selon la définition de l'ONU, de faire le point sur les luttes et les réalisations passées et surtout de préparer l'avenir et les opportunités qui attendent les futures générations de femmes. Tout un programme donc, et pour le monde entier, où la place de la femme en politique n'est toujours pas acquise, sauf dans de rares exceptions qui confirment donc la règle. Aujourd'hui, dans le débrief, nous allons discuter de la place des femmes en politique, bien évidemment au Maroc. Toute une panoplie de lois et de textes réglementaires ont été publiés à ce sujet pour accélérer l'adhésion des femmes aux différentes fonctions politiques. Hélas, les choses traînent toujours et il doit bien y avoir une raison, des raisons. Nous en discuterons avec nos invités. En seconde partie d'émission, nous allons repartir en Algérie où on était la semaine dernière et où les événements s'accélèrent. La mobilisation ne faiblit pas, mais elle augmente de jour en jour, recrutant de nouveaux segments de la population et de la société. Comme on le sait, le président sortant Abdelaziz Bouteflika a déposé ou fait déposer son dossier de candidature à la présidentielle du 18 avril, mais en promettant d'organiser, s'il est élu, en cours de mandat, une autre élection à laquelle il ne serait pas candidat. On verra bien. Avec nous pour débattre de ces deux thèmes, Leila Slassi, vous êtes avocate d'affaires à Casablanca et vous êtes aussi cofondatrice, co-initiatrice du fameux mouvement Messektash, n'est-ce pas? Bonjour. Bonjour. Ça va? Aziz, très bien. Et vous? Neila Tazi, ça va, je vous remercie. Neila Tazi, vous êtes chef d'entreprise, vous êtes parlementaire, vous êtes acteur associatif ou actrice associative? Actrice du monde associatif. Actrice du monde. C'est un bon compromis. Ça, si on rentre dans ce débat, je pense qu'on va le consacrer voilà, on va exclusivement. Ça. Vous êtes aussi fondatrice du festival Gnawa et Musique du Monde et vous avez été récemment élue à la fonction de présidente de la Fédération des industries culturelles et créatives au sein de la CGEM. Bonjour Neila, ça va? Très bien Aziz, merci. C'est la première fois que vous venez chez nous sur le débrief et ça ne va certainement pas être la dernière. Naïm Kamal, on ne vous présente plus. Vous êtes directeur de Quid.ma et vous êtes un habitué des lieux. Bonjour, oui. Ça va? Ça va, oui. Bienvenue mesdames. C'est la fête de la femme. Voilà. Non, c'est pas la fête. Ah ben là, elles réagissent. Voilà. Bon. Bienvenue, madame. Bienvenue, monsieur. Article 19 de la Constitution 2011. L'État œuvre à la réalisation de la parité entre les hommes et les femmes. L'État œuvre, ça signifie que le processus est en cours, mais à quelle vitesse? La PALD, l'Autorité pour la parité et la lutte contre la discrimination, a mis plusieurs années avant de voir le jour et il semblerait que si l'État œuvre, la société résiste et le monde politique hésite. Et pourtant, plus haut niveau de l'État, on sent une réelle volonté de promouvoir la femme, depuis la Moudouana jusqu'aux récentes décisions d'impliquer les femmes dans les sphères religieuses et dans celle du ministère de l'Intérieur, jusque-là exclusivement masculine. Neila Tazi, c'est la première fois que vous êtes chez nous, donc on commence par vous. Vous êtes la première à intervenir. Vous êtes donc une femme politique, vous avez été élue parlementaire au sein du groupe CGEM, vous avez été aussi vice-présidente de la Chambre des conseillers. Est-ce que vous êtes satisfaite aujourd'hui de la place occupée par les femmes en politique? Merci Aziz Bousta pour cette invitation. Merci Média TV. Écoutez, non, c'est pas qu'on ne réagit pas à des, je dirais, des erreurs d'appréciation de ce que peut être le 8 mars, parce que le 8 mars, tout le monde le sait, c'est une question de... C'est une journée au cours de laquelle on fait un bilan de l'avancement des droits des femmes et sur la question des inégalités entre les hommes et les femmes. C'est juste parce que nous sommes des femmes, je pense, un peu disciplinées. En tout cas, moi, je le suis devenue. Depuis 3 ans que je suis au Parlement, j'apprends à attendre mon temps de parole. Donc oui, ce n'est pas une fête, c'est une journée importante au cours de laquelle nous devons évoquer ces sujets qui sont essentiels. Et pour répondre à votre question, je dirais qu'au Maroc, la scène politique a connu des avancées, mais ce sont des avancées qui sont insuffisantes. Et il y a des chiffres qui sont très parlants, nous allons les évoquer, et le constat est là. Il faut faire mieux. Les études le prouvent. Il y a eu récemment des études à l'occasion de cette journée internationale. Il y a régulièrement des bilans qui sortent de la part de la Banque mondiale, du Forum économique mondial. Je pense que nous aurons l'occasion de les évoquer. Mais les chiffres au Maroc sur la question de la scène politique et de la représentativité des femmes sont clairs. Il suffit de regarder le gouvernement. Nous avons connu un recul sur la présence des femmes. Nous avons 39 membres du gouvernement, une femme ministre, 7 secrétaires d'État, dont tout le monde sait que le rôle est extrêmement limité.
c'est un sujet en débat, on le sait, les prérogatives des femmes secrétaires d'État est un vrai sujet à interrogation. Nous avons aussi la question des partis politiques. Il y a une loi organique sur les partis politiques dont l'article 26 est clair, qui dit qu'un tiers des organes décisionnaires dans les partis politiques doivent être des femmes. Or, aujourd'hui, si on regarde le PAM, par exemple, sur 31 membres de son bureau politique, 6 sont des femmes. Le RNI, sur 35 membres du parti politique, 7 sont des femmes. Le parti des Circlel a un comité exécutif composé de 29 membres, 6 sont des femmes. Donc clairement, les partis n'ont pas fait l'effort suffisant pour respecter cet article 26, qui non seulement dit qu'un tiers de leurs organes décisionnaires doivent être des femmes. Le gouvernement. Oh, j'ai commencé par le gouvernement. Je suis sur les partis parce que les partis vont me faire aller vers le Parlement, qui est l'émanation des partis et qui sont l'émanation du peuple. La voix du peuple. Donc aujourd'hui, les partis ne font pas l'effort suffisant. On se cache derrière le fait que les femmes ne sont pas prêtes, ne veulent pas, ne sont pas disposées. C'est faux. Il faut aller les chercher, il faut les encourager, elles sont là. Et en coulisses, les femmes, dans ces partis, disent souvent qu'on ne leur donne pas la possibilité d'aller plus loin qu'elles ne voudraient. Donc il y a aussi la question du Parlement. Vous avez évoqué tout à l'heure ma fonction au sein de la Chambre des conseillers. J'ai eu l'honneur d'être la première femme à siéger au bureau de la Chambre des conseillers. Aujourd'hui, il n'y en a plus. Nous considérons, les gens qui veulent œuvrer dans le sens de la Constitution de l'article 19, que c'est un recul grave en matière de représentativité des femmes et de respect de ce que nous dicte notre Constitution, qui est le texte suprême. La Chambre des députés, je pense qu'il y a 4 femmes sur un bureau composé de 14 personnes. Donc là encore, on est loin de la parité. Donc véritablement, je pense que nous n'avons pas encore réussi sur cette question. Il y a beaucoup d'efforts à faire en matière législative et surtout sur les mentalités. Sur les mentalités, justement. Ouais. C'est pas pour défendre, c'est pas pour justifier, c'est pas justifiable, mais c'est universel, ça, sauf peut-être dans quelques pays, dans les pays scandinaves, au Rwanda peut-être, mais c'est universel que les femmes soient représentées. Alors les femmes dans les parlements, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a une moyenne d'à peu près 23% de femmes dans les parlements du monde. Et vous avez évoqué des pays d'Afrique. Il y a des pays d'Afrique. Le Rwanda est le pays au monde où la représentativité des femmes est la plus importante, plus que tous les pays européens et les pays qui sont mondialement reconnus, comme l'Islande, la Finlande, la Norvège, ces pays-là qui sont vraiment des champions mondiaux de la parité. Le Rwanda a 49% de femmes au Parlement. L'Éthiopie a une femme à la tête du gouvernement, de l'État, a un gouvernement paritaire, je veux dire. C'est des pays qui ont fait des avancées qui sont colossales grâce à la question des quotas, d'ailleurs. Très bien. Leila Slassi, on fait habituellement de la politique quand on a réglé un certain nombre de problèmes, mais les femmes n'ont pas encore véritablement, les femmes au Maroc n'ont pas encore véritablement la totalité de leurs droits sociaux ou juridiques, enfin tels qu'on peut les concevoir universellement. Est-ce que vous pensez qu'il faut commencer par ça ou commencer par directement aller en politique? Mais avant de répondre à la question, vous pouvez aussi répondre à cette question de est-ce que vous êtes satisfaite de la place des femmes en politique dans ce pays? Évidemment que non. Très difficile de s'en réjouir. Leila avait dit peut mieux faire, vous dites non, carrément. Ah oui, non, complètement non, évidemment non. Les femmes sont absolument sous-représentées sur la sphère politique et j'ai envie d'aller au-delà de la sphère politique, sur toutes les sphères de pouvoir, que ce soit au sein des entreprises, au sein du Parlement, au sein du gouvernement, au sein des conseils d'administration. Et elles subissent des discriminations qui ne se résorbent absolument pas, que ce soit des discriminations salariales, des discriminations dans leur révolution. Et tout cela est la résultante de quoi? D'un certain nombre de stéréotypes et de préjugés qui les freinent en amont. Elles sont assiégées de problématiques à régler au sein du foyer, au sein de leur famille, de tâches ménagères, de limitations dans leur évolution qui font qu'elles ont des tracas à régler qui ne leur permettent pas de pleinement s'épanouir à l'extérieur et dans les lieux de pouvoir. Or, aujourd'hui, si on souhaite
voir avancer leur cause, elle ne pourra être portée que par elles. Ça, j'en suis convaincue. La lutte contre la discrimination à l'égard des femmes peut être soutenue par les hommes, mais je pense que nous ne devons pas attendre qu'ils se réveillent. Nous devons porter ce combat, et ce combat doit être porté dans les lieux de pouvoir, tous lieux de pouvoir confondus, qu'ils soient politiques, économiques ou sociaux. Excusez-moi, je voudrais revenir sur une phrase qu'a dite Naïla, il faut changer d'abord les mentalités. Quand vous parlez de les femmes, il faut qu'elles se réveillent, on a l'impression que finalement, il y a les hommes qui n'ont pas compris grand-chose et toutes les femmes qui ont compris la nécessité d'avoir leurs droits. Est-ce que vous pensez ça ou alors il faut travailler aussi sur les mentalités? C'est comment changer les mentalités. C'est comment changer d'abord les mentalités. En fait, c'est un processus qui s'auto-alimente. Voilà. On doit forcer des réparations de certaines inégalités. Je pense que la mise en place des politiques de quotas dont on parlera tout à l'heure, c'est une excellente solution pour forcer une inégalité à la base et qui permet de changer les mentalités. Si on se regarde tous dans le blanc des yeux en se disant que les mentalités doivent changer, effectivement, on n'a pas le comment. Maintenant, le comment se travaille. Et donc, effectivement, il faut sensibiliser, il faut que les femmes soient mieux représentées dans l'espace médiatique, elles doivent soient mieux représentées dans l'espace public de manière générale. La femme doit être mieux respectée dans l'espace public, où aujourd'hui, clairement, elle subit harcèlement, elle subit des discriminations, elle ne s'y sent absolument pas à l'aise et en sécurité. Donc c'est un certain nombre de choses qu'il faut corriger. Il n'y a pas un axe, il y en a des milliers. Il n'y a pas un ordre établi. Alors, vous parlez de forcer de quotas. Naïm, vous êtes un homme, ça on avait remarqué. Les quotas, ça vous dit quelque chose? Vous êtes pour, vous êtes contre? Je vais dire une bêtise. Ne la dites pas. Non, c'est-à-dire que moi, la politique du quota est la bienvenue si les femmes la veulent bien et s'en considèrent. Vous savez, la discrimination positive, ce fameux concept très américain de favoriser les minorités, mais la femme n'est pas une minorité dans la société. Donc, il va falloir peut-être penser à autre chose que le quota lui-même. Pourquoi on ne décréterait pas, par exemple, un Parlement paritaire à 50%? C'est-à-dire qu'on élit autant de femmes que d'hommes dans un Parlement. C'est-à-dire qu'il faut peut-être aller chercher ainsi la femme pour la mettre, dans un premier temps, au devant de la scène. Maintenant, effectivement, vous le voyez, Madame Slassi le disait très bien, et il faut que la femme d'abord se prenne en charge et prenne sa cause. Pardon, c'est pas ce que j'ai dit. Non, prenne sa cause. Oui. C'est pas exactement ce que j'ai dit. J'ai dit que nous devons nous en saisir effectivement, mais j'ai pas dit qu'il faut d'abord que la femme le fasse. Non, mais la femme fait partie de la société. Je vais vous dire qu'il faut d'abord. Alors dans ce cas-là, alors on en débattra, mais je suis pas. Ce que veut dire Monsieur tout à fait Kamel, c'est que les femmes doivent être plus solidaires et elles doivent. Non, c'est même pas ça. Je vais donner un exemple très concret. La réforme de la Madouala n'aurait jamais eu lieu si des femmes militantes ne s'étaient pas engagées, n'avaient pas engagé la campagne de 1 million de signatures. Et c'est là où, par la suite, le souverain a pris en charge cette revendication quand la société a montré des résistances et s'est montrée réfractaire à accorder ses droits à la femme. Toujours la mentalité. Et donc je ne veux pas vous couper. Si vous permettez. Sinon, c'est votre Ouais, journée. vous pouvez parler autant que vous voulez. Vous allez pas. C'est pas leur fête, c'est leur journée. Mais allez-y, on a aussi le droit de parler, je pense. On a aussi le droit de parler. C'est très important ce qu'il est en train de dire et je voudrais vraiment rebondir dessus après. Il y a cette nécessité pour la femme d'être elle-même engagée, pour les femmes d'aller solliciter les femmes. Pas forcément que ce soit, encore une fois, une histoire de tutelle. Parce que quand on parle du quota, c'est octroyé, on va dire. C'est en octroi, voilà. C'est octroyer un droit. Non, un droit n'est bien et ne s'enracine mieux que quand il s'arrache. Et quand il est acquis, c'est-à-dire qu'il entre dans les mentalités, ces mentalités qu'on veut faire évoluer. Donc c'est fondamental que, et c'est dans ce sens-là que j'ai dit, que les femmes se prennent en charge politiquement, sur le terrain. Bien sûr, les hommes, s'ils le veulent bien, on ne va pas non plus les forcer, vont agir, vont se montrer solidaires, vont aller dans le soutien de cette cause. Et ils vont y résister, nous l'avons vu
dans le plan d'intégration de la femme dans le développement en 91-92, quand on a eu la moitié du Maroc, enfin la moitié du Maroc sorti à Casablanca, dans une majorité de femmes contre la réforme de la douane. Il y a beaucoup de conservatisme au sein d'une société comme la nôtre. Et ça retarde d'autant les choses. Donc il faut que ça soit d'abord. C'est-à-dire, ça doit d'abord la femme. Moi, j'ai eu, je vais la citer ici, une discussion avec Nadia Yassine. Je lui dis un jour, je ne comprends pas que tu puisses accepter la polygamie. J'en ai eu des discussions comme ça avec des donc quand vous voyez que des femmes sont sur ce terrain en train de défendre, vous, hommes, vous êtes désarmés. Vous êtes désarmés, c'est-à-dire ça leste le mouvement. Alors, juste pour vous corriger, le plan d'intégration de la femme, ce n'était pas 91-92, c'était 2001-2002. 2001-2002. C'était le début des années 2000. Vous vouliez réagir? Oui, je voudrais juste rebondir sur ce qu'a dit Naïm Kamel, parce que deux choses. D'abord, rendre hommage au mouvement féministe marocain. Parce qu'on a une vraie tradition de militantisme et de combat féministe au Maroc. Il y a des figures auxquelles nous devons beaucoup. On ne peut pas toutes les citer, mais on ne peut pas ne pas citer des femmes comme Rabia Nasseri, comme Fouzia Assouli, comme Latifa Jbebdi, comme Rizla Menachel, toutes ces femmes qui ont tellement fait pour faire avancer les textes, les lois, pour que nous puissions aujourd'hui être là où nous sommes et continuer à porter ce combat qui est un combat du siècle dernier. Mais c'est un combat que nous menons, que les femmes mènent depuis très très longtemps. Il ne faut pas se souvenir que ça ne fait pas très longtemps que les femmes ont le droit de vote, qu'en France, ça ne fait pas si longtemps qu'elles ont le droit d'ouvrir un compte bancaire. Donc, mais aujourd'hui, en 2019, dans notre région du monde, c'est un combat qu'on a l'impression qui est très loin d'être gagné. Et c'est même la région du monde qui est la plus mal classée dans les classements internationaux. La région MENA, Afrique du Nord, c'est les pays les plus catastrophiques dans les classements internationaux en matière d'égalité. Et le Maroc recule. En matière d'égalité politique. Parce que économique, en matière d'entreprise, il y a un rapport qui est sorti de la Banque mondiale dernièrement. C'est très faible. Madame Slassi en a parlé tout à l'heure. Il y a 7% de femmes. 7% des conseils d'administration qui sont composés de femmes. Dans les entreprises publiques, c'est un récent rapport d'ONU Femmes avec le ministère des Affaires générales et de la gouvernance. Celles qui sont cotées à la bourse. Et les entreprises publiques. Seuls 7% de leurs représentants dans les conseils sont des femmes. Donc c'est pour dire qu'on est vraiment... Ça, c'est pour le côté économique. Il y a un phénomène de visibilité. C'est-à-dire qu'on a l'impression que la femme marocaine, au niveau de l'entreprise ou de l'économie, est plus présente que ne le laissent les chiffres. C'est peut-être dû parce qu'il y a des femmes porteuses. On a ce sentiment porteuse. Grâce aux médias qui sont voilà, c'est ça. Pas que les médias soient féministes, mais peut-être que ces femmes qui occupent ces fonctions sont plus hardies, allez, on va dire les choses comme ça, en matière médiatique. Mais moi, je voulais revenir sur une chose, en matière politique, sur le côté entrepreneurial, sur le côté économique, sur le côté juridique, les femmes sont présentes. Mais pour la politique, s'il y a cette aussi faible représentativité des femmes sur la scène politique, est-ce que ce n'est pas dû à, finalement, un manque de conviction des femmes? Vous avez cité certaines dames, mais bon, la majorité, la masse des femmes, les 50% de la population, est-ce qu'il n'y a pas un manque de conviction, d'engagement ou une résistance? Moi, pour répondre à ça, et même elle va dire pourquoi. Dans la suite de ce qu'a dit Naïm Kamel, il y a un problème de mentalité, on l'a dit au début d'émission. Et les hommes font de la résistance. Les hommes ne veulent pas faire la place aux femmes. On le voit. Les femmes... Qui n'insistent pas trop non plus elles-mêmes, les femmes. Non. Pourquoi on cherche toujours cette... Vous allez me faire dire des choses que je n'ai pas envie de dire aujourd'hui. Il y a des sujets que je ne veux pas évoquer, mais c'est faux. Les femmes veulent, il faut les encourager. Et c'est aux hommes de changer au niveau de leur mentalité, puisque de toutes les façons, c'est le sens de l'histoire. Ils ne pourront pas y échapper. Les données sont claires. Plus il y a de femmes dans les postes de responsabilité, meilleure est la gouvernance, meilleure est l'efficacité et le résultat. D'ailleurs, je vais vous dire, Monsieur Kamel, je n'ai pas l'air de vous convaincre. Au Parlement, à la Chambre des conseillers, nous sommes 14 femmes. C'est quand même rude alors que je n'ai rien dit. Nous avons des concitoyens qui, malheureusement, souvent se plaignent de l'assiduité de nos parlementaires. Qui ont une mauvaise image des parlementaires. Dieu sait qu'il y a beaucoup de parlementaires qui travaillent et qui sont assidus et qui sont réguliers. On ne parle pas suffisamment d'eux. Mais, croyez-moi,
que les femmes sont beaucoup plus assidues. C'est pas de ça que je voulais... Mais c'est quand même... Non, c'est quand vous avez sollicité, ou que vous donnez l'impression de solliciter l'homme, de lui-même, de lui forcer la main. Je vais vous donner un exemple. Votre perception, ça. La société, vous avez parlé de quelque chose qui m'a fait tiquer, effectivement. C'est quand vous avez parlé de leçons d'histoire. Or, aujourd'hui, malheureusement, à l'échelle arabe, vous avez parlé de la région MENA et la région Afrique du Nord. Le sens d'histoire semble aller en arrière, semble revenir vers le conservatisme le plus obscurantiste. Et je vais vous donner l'exemple de l'Iran. Le cheikh d'Iran, on en pense ce qu'on veut. Il a essayé de pousser la société iranienne vers plus d'ouverture, plus de modernisme. Il a eu un boomerang qui s'appelle Khomeini. Et il y a des c'est-à-dire que ce n'est pas aussi simple d'édicter à l'homme ou à la femme. Moi, je vous dis aujourd'hui, les résistances, on les a vues en 2002 face au plan d'intégration de la femme. Et à la Moudouana, les résistances étaient plus importantes du côté féminin que du côté masculin. On va laisser réagir parce que depuis tout à l'heure, elle voulait prendre la parole pour réagir sur des choses avec lesquelles elle n'est pas d'accord. C'est difficile de mettre des liens entre l'Iran et le Khomeini et la situation de la femme. Est-ce que c'est la responsabilité de la femme ou la responsabilité de l'homme? Bon, je pense que pour démarrer, quand on dit qu'on a un problème de mentalité dans notre société, elle est composée d'hommes et de femmes. Et donc c'est déjà, au lieu de stigmatiser, de blâmer les femmes pour la situation actuelle, il faudrait déjà considérer qu'elles font partie intégrante de cette société et donc qu'elles véhiculent également cette mentalité, notamment à travers l'éducation, etc. Donc ça n'est pas tant parce qu'elles sont femmes, plutôt que parce qu'elles sont membres de cette société. Donc, déjà, on écarte ça. Après, venons-en à qui de l'œuf ou de la poule est à l'origine de la situation actuelle. Je rejoins parfaitement Naïla Tézi lorsqu'elle rend hommage à ces féministes de la génération qui nous ont précédés, les féministes de la génération actuelle, pour tous les combats qu'elles ont menés. Quand on parlait des quotas, vous avez dit qu'il fallait qu'ils soient arrachés, mais en réalité, ce sont elles qui ont arraché ces droits. Ils n'ont pas été octroyé. Dire que c'est octroyé suppose que le pouvoir soit entre les mains, soit si vous voulez, légitime qu'entre les mains C'est des lois qui sont passées, des lois avec des majorités masquelles. Comment elles les ont arrachées? Qu'est-ce qui s'est passé parce qu'elles ont fait un travail de sensibilisation pour conduire à l'adoption de ces lois. Elles ne sont pas tombées du ciel. Elles sont le fruit d'une sensibilisation. Elles sont le fruit d'un travail qui a été fait pour justement mettre le point sur l'exigence de cette plus grande parité. Si je peux me permettre, parce que Naïm Kamel a prononcé une idée tout à l'heure, une phrase qui est très importante. Souvenez-vous, nous avons parlé de la question des nominations, de la représentativité dans les partis, etc. Une femme à la tête de l'AK, une femme à la tête du CNDH. La seule femme au niveau de la Cour constitutionnelle, femme gouverneur, les femmes dans des postes à très haute responsabilité. Même quand la femme a été à la tête du patronat, il y est pour quelque chose. Ah ben ça, on ne va pas aborder cette question. Ça, on ne sait pas juste, mais bon, il y a une femme à la tête du patronat. En tout cas, cette femme à la tête du patronat, elle a fait du très bon travail, elle a montré son efficacité. Non, je sais que vous n'avez pas dit le contraire. Mais moi, par exemple, quand on dit que les femmes doivent encourager les femmes, moi, je n'aurais personnellement jamais été première femme au bureau de la Chambre des conseillers, au perchoir de la Chambre, si ce n'était pas cette femme qui m'avait encouragée à le faire. Donc c'est important que des femmes qui ont plus d'assurance, plus de maturité, encouragent l'empowerment, comme disent les Américains, encouragent d'autres femmes à y aller, mais les hommes aussi. Il y a des femmes au bureau de la Chambre des députés, j'ai donné les chiffres tout à l'heure, sur 14 membres du bureau de la Chambre des représentants, il y a 4 femmes. Aujourd'hui, à la Chambre des conseillers, il y a 0 femme. Alors que l'article 19 dit que nous devons aller tendre vers la parité, nous avons reculé. Et ça, ce n'est pas normal. Donc, les hommes doivent comprendre que la question de la parité, ce n'est pas un discours de façade, c'est une réalité. Et les hommes et les femmes doivent œuvrer ensemble dans cette direction, tout simplement parce que nous sommes égaux. Et que nous irons... du patronat, il n'y avait personne pour dire là, il y avait les médias.
Les médias ont dit les choses en leur temps, mais c'est vrai que quand on voit les chiffres, par exemple, j'ai des chiffres ici pour quand LSLSI dit qu'il y a eu des défenses. Je pense qu'il a bien pris conscience. On a des pourcentages, on a des chiffres, donc on a les femmes députées qui sont passées de 17 à 21% de 2011 à 2017, de 17 à 21%, elles sont 30% en Tunisie. À la Chambre des conseillers, vous êtes 12% de femmes, et la représentativité féminine ne dépasse pas 61% dans les conseils régionaux, 4, quelque chose dans les provinces et 21 dans les communes. Alors, LSLSI, est-ce que vous ne pensez pas que vous ne trouvez pas qu'il faut encore plus de mouvements féministes, encore plus frapper, encore plus taper, encore plus insister pour arriver à de meilleurs chiffres que ça? Mais comme on arrive à la fin de la première partie, on se retrouve dans quelques instants et vous répondrez tout à l'heure. À tout de suite. Rebonjour et re-bienvenue sur le plateau du débrief. On démarre notre deuxième partie et nous poursuivons notre discussion sur la présence des femmes en politique à l'occasion de la Journée internationale de la femme le 8 mars. Avec nous, pour ceux qui nous rejoignent, nous en discutons avec Leïla Slessi. Vous êtes avocate d'affaires à Casablanca et co-initiatrice du mouvement Massektesh. Neila Tazi, vous êtes chef d'entreprise, parlementaire, ancienne présidente de la Chambre des conseillers, fondatrice du festival, vice-présidente, pardon, et tout récemment élue à la Fédération des industries culturelles et créatives à la CGEM. Et Naïm Kamal, vous êtes directeur de Quid.ma. Juste avant la pause, Leïla Slessi, je vous posais la question. Il n'y a pas beaucoup de Gnawa femmes. Si. Ah oui, c'est une bonne question à lui poser. Il y a une grande artiste qui s'appelle Esma Hamzaoui. J'ai dit, il n'y a pas beaucoup. Je dirais même que c'est la première qui... Il doit avoir un taux encore plus faible qu'en politique. Leïla Slessi, on reprend la question que je vous posais juste avant la pause. Est-ce que vous pensez que les mouvements féministes, si on peut appeler ça des mouvements féministes, je n'aime pas tellement cette appellation. Pourquoi ? Parce que c'est réducteur. Pourquoi ? Alors, c'est moi qui pose les questions, si vous voulez bien. Et vous y répondez. Alors, est-ce que vous pensez que ces mouvements féministes doivent être encore plus marquants, plus percutants, ou alors c'est bon, les choses évoluent à leur vitesse normale, à leur vitesse naturelle? Moi, je suis très curieuse de savoir pourquoi vous pensez que les mouvements féministes sont réducteurs. Parce que quand on dit féministe, c'est comme, à mon sens, c'est comme si on les cloîtrait dans un coin et voilà, on leur donnera des droits. C'est de l'masculanisme. Ouh là là, du masculanisme. Allons-y. C'est anti-masculanisme. Anti-masculinisme. Oh là, ok. Allons-y, répondez, allez-y. Oui, alors je réponds sans détour. Évidemment, on devrait voir plus d'initiatives féministes se multiplier dans notre société et à tous les niveaux, dans tous les espaces, dans les écoles, dans les universités, dans les entreprises, au sein de la sphère politique, dans les partis. Le féminisme, c'est quoi? Le féminisme, c'est simplement cette revendication à une égalité de droits, ce que disait Neila tout à l'heure. Et ça n'est rien d'autre. Ça n'est pas un mouvement qui vise à vous enlever vos droits, chers messieurs. C'est juste pas ce que j'ai dit, Leïla. Alors, mais vous dites que c'est réducteur, que c'est... C'est réducteur, c'est réducteur. Il ne faut pas... Alors, expliquez-moi justement pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec le fait que je ne sois pas d'accord avec le féminisme. Sémantique historique. C'est réducteur. Attendez, Naïm Kamal, s'il vous plaît, elle réagit. Du mot féminisme crée c'est ce une que vous, les opposition hommes, en avez homme-femme. fait. Oui, mais c'est ce que les hommes on ne peut pas la en avaient négliger. fait. À chaque fois qu'une femme, dans nos sociétés, et ce n'est pas propre au Maroc, hein, c'est un problème qui est universel, à chaque fois que les femmes dans les sociétés se lèvent pour simplement dire qu'il y a un problème et une injustice quelque part, les problèmes et les injustices qu'on a pu régler sont très nombreux, on a la mémoire courte, mais il n'y a pas si longtemps, la femme ne pouvait pas voter, la femme ne pouvait pas transmettre sa nationalité à ses enfants, la femme ne pouvait pas divorcer, aujourd'hui encore la femme hérite moins que l'homme, enfin les problèmes sont nombreux, donc à chaque fois que des voix de femmes se sont élevées pour dire Allahumma hada munkar, comme vous le disiez tout à l'heure, attention, c'est des féministes, mais il y a quoi de mal à juste revendiquer une égalité de droits? C'est des luttes qui sont légitimes. Donc cet a priori négatif qu'on a accolé au féminisme, ça n'est que la résultante, une réaction purement mâle de préserver ce précaré en discréditant ce discours et en disant qu'il est réducteur, qu'il n'est pas légitime. C'est un discours légitime parce que c'est un discours déjà qui se fonde sur une égalité de droits qui est consacrée par notre Constitution, consacrée par tous les textes qui aujourd'hui s'appliquent aussi bien dans le monde du travail, dans le monde de l'entreprise, dans nos sociétés. Donc c'est un discours qui est
juridiquement juste, et c'est un discours qui est philosophiquement juste, c'est un discours qui est humaniste, donc je ne vois pas du tout en quoi il serait réducteur. Ça devient très intéressant parce que là, on est deux hommes et on parle à deux dames. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Non, moi j'ai toujours dit qu'il ne faut pas que le féminisme... Au moins sur le plateau, la parité J'ai un problème. Je veux Déjà, dire que j'ai toujours dit qu'il ne faut pas que le féminisme chasse la féminité. D'abord, il ne faut pas que le féminisme devienne une forme de masculinité. Est-ce que vous nous considérez féministes Non. Moi, je vous dis, parce que la charge historique... mais c'est quoi la féminité? On le laisse déjà finir. Laissez-moi terminer. On ne peut pas ignorer la charge sémantique et historique du mot féminisme. Il y a eu la loi contre le harcèlement. Et là, on s'est trouvé devant un phénomène de société qui témoigne sans doute aucun du sous-développement de notre société vis-à-vis de la question de la femme. Il y a eu des réactions masculines très agressives. Ils ont senti la loi contre le harcèlement comme une agression. Or, c'est-à-dire qu'on a, à ce niveau-là, d'abord manqué, côté homme, de maturité et côté femme, de pédagogie. Et c'est très important que, dans le débat, du moment qu'on cherche à aller ensemble et de pair vers cette parité, vers l'égalité. Il ne faut pas aujourd'hui qu'on inscrive la question féministe dans la conflictualité. Voilà, si vous voulez, en deux mots, l'approche. Donc les positions se rapprochent, les thèses. La volonté des femmes n'est pas d'inscrire ce débat dans la conflictualité. Mais vous l'avez dit vous-même tout à l'heure, les femmes doivent arracher leurs droits. Oui. Cette image parle d'elle-même. Il faut aller arracher quelque chose. Il faut se battre. C'est un combat. Mais pourquoi c'est un combat? Pourquoi c'est un combat? Parce que les hommes ne veulent pas faire évoluer les mentalités et les pratiques, tout simplement. Et dans les milieux les plus évolués, regardez, les Tunisiens sont en train d'adopter, de voter, de débattre actuellement la loi sur l'héritage. Nous sommes incapables au Maroc de rentrer dans un débat serein sur cette question. Nous avons vu l'expérience qui a été tentée, ce que ça a donné. Les hommes ne veulent pas céder de leur territoire, ni en politique, ni sur le plan financier, ni sur rien. Ils sont installés dans une espèce d'approche, de pratique un peu fossilisée, de confort, je dirais, et ils ne veulent pas en changer. Il faut simplement qu'ils acceptent. Dans l'intérêt de leurs enfants, comme vous l'avez dit, dans l'intérêt de leurs filles, de leurs garçons, dans l'intérêt de ce pays, parce que les choses sont évidentes. Si on veut aller vers plus de croissance, on est en train de parler de politique économique, sociale, d'avenir. Sans les femmes, il n'y aura pas de progrès. Alors concrètement, nous avons besoin de cette compétence. Elle est là, elle est partout, mais il faut l'encourager à aller plus loin. On le sait, l'éducation des jeunes, l'équilibre dans un foyer. Si on veut préserver ce que nous sommes, notre identité, ce qui fait notre force, et s'inscrire dans la modernité, nous devons passer par là. Et pour que ça ne se fasse pas dans le conflit, il faut que les hommes soient beaucoup plus coopératifs et ne cherchent pas à nous coller des étiquettes. Éclairez-nous sur une chose, s'il vous plaît, comme ça on va rester sur cette question d'hommes et de femmes dans différents aréopages. Vous avez été donc, vous en avez parlé tout à l'heure de la Chambre des conseillers, vice-présidente, mais de l'autre côté, vous avez été aussi vice-présidente. Non, oui, pardon. Vice-présidente. Parce qu'un homme voulait ma place. Voilà, vice-présidente d'une femme, en l'occurrence Meriem Ben Salah Chkroun, à la CGEM. Comment ça se passait à la CGEM? Vous étiez deux femmes, donc vous étiez vice-présidente avec d'autres, bien entendu. Mais comment ça s'est passé? Comment ça se passait à la CGEM à ce niveau-là? Est-ce que vous pensiez que c'était acquis d'être là, ou alors il fallait se battre quand même? Non, on ne se battait pas. Meriem Ben Salah est une femme très, très, très compétente, très patriote, très engagée. Au-delà de ça, sur la question genre. Non, mais je vais y venir. C'est juste pour décrire un petit peu le contexte dans lequel on s'est inscrit. C'est une femme de défi, c'est une femme de challenge, et elle sait que pour réussir, il faut s'entourer, il faut savoir bien s'entourer. Et elle a su s'entourer d'hommes et de femmes extrêmement compétents, des gens ouverts et qui avaient un total et qui ont toujours un total respect pour cette femme, pour ce qu'elle représente, pour les combats et l'engagement qui est le sien. Donc aujourd'hui, je peux simplement vous dire que cette femme avait autant à cœur de mener à bien les missions et les dossiers qu'elle gérait que de faire avancer les questions des droits humains, de la place des femmes, de la parité. D'ailleurs, nous avions un conseil d'administration paritaire pour les membres désignés, parce que les élus sont élus, donc là, on n'a pas possibilité d'agir à ce niveau-là. Pardon ? Vous n'aviez pas la main.
On n'avait pas la main. Donc la question de la place de la femme, du rôle de la femme était tellement évidente et naturelle. Donc les choses se passaient très très bien. On n'avait pas à se battre contre des hommes pour installer des idées ou pour installer un rythme de travail ou installer un ton. Les choses se passaient très naturellement. Même question pour vous, Leïla Slassi. Donc vous êtes avocate d'affaires, ce qui implique trois choses. D'abord avocate, ensuite dans le milieu des avocats d'affaires et la justice. Est-ce que vous sentez aussi, pour la même question que j'ai posée à Leïla Tezé, est-ce que vous sentez que les choses se passent naturellement ou alors vous bataillez à longueur de journée pour arracher des droits? Le fait de se battre, c'est une composante essentielle de mon métier. Donc pour moi, mon métier, c'est de me battre pour mes clients, pour mes dossiers et de gérer des situations de conflits quotidiennes. Alors, est-ce que j'ai des conflits supplémentaires parce que je suis une femme? Certainement, certainement, mais je suis entourée aujourd'hui d'une équipe qui est paritaire, même on est, je pense, plus de femmes que d'hommes. On a créé notre petite bulle où, pour nous, cette question de genre n'a plus est absolument ridicule. Donc, finalement, toutes les agressions qui pourraient être dirigées vers nous en considération du genre, on les occulte. Et je pense qu'effectivement, c'est très important pour ne pas tomber dans cette agressivité qui est effectivement fondamentale pour que la lutte avance. Il faut faire prendre conscience de la légitimité de ce combat. Ça n'est pas un combat illégitime. On n'est pas en train de demander quelque chose auquel nous n'avons pas droit. Et nous sommes légitimes dans ces fonctions. Le fait de dire des termes comme chienne de garde, attention à ne pas vous masculiniser, etc., c'est des réflexes d'un autre temps. C'est des réflexes d'un autre temps où on stick. Ouais, on l'avait remarqué aussi, on ne voulait pas trop le dire. Et qui sont extrêmement violents. Est-ce que parce qu'on est une femme, on est tenu de répondre à certains clichés, être féminine, se tenir d'une certaine manière, se vêtir d'une certaine manière, parler à un certain niveau ce sont toutes... C'est des étiquettes qu'on veut nous coller. Et des injonctions. C'est très bien ce que vous dites, Leïla Slassi. Vous avez été, je vous ai présenté, vous êtes donc co-initiatrice du mouvement Massaktech. Comment on réagit? Vous avez été dans les rues, vous avez fait vos actions, les sifflets, etc. Deux questions. Est-ce que, vous avez reçu un soutien politique parce que votre action était un prolongement de la fameuse loi dont parlait tout à l'heure Naïm, la 103-13 sur le harcèlement? Et comment ont réagi les femmes à qui vous parlez dans la rue? Alors, sur la première question, je vais être extrêmement franche avec vous. Et ce n'est pas parce qu'elle est sur ce plateau. La seule personnalité politique qui est venue nous soutenir, c'est Neila Tezi. C'était d'ailleurs la première fois que je la rencontrais. Aujourd'hui, c'est la deuxième fois que je la rencontre. Pas d'homme, rien. Aucun homme. Aucun parti politique. Ça n'était pas le but de notre démarche. Notre démarche se voulait être une démarche à destination des citoyens, des citoyennes, une démarche absolument civile, citoyenne, pas du tout politique. Et la seule personne du monde politique qui a cherché à nous joindre et qui est venue nous rencontrer est Neila Tezi. Et ça dit quelque chose. Ça dit quelque chose sur la manière dont ces mouvements citoyens sont perçus par les partis politiques. Alors, une seconde, je reviens à vous. En quelques secondes, Neila Tezi, est-ce que dans le camp politique dans lequel vous évoluez plusieurs jours par semaine, est-ce que vous en avez parlé autour de vous, aux hommes de ce mouvement-là, Massaktech? Et si oui, comment ils ont réagi? Parce que vous avez été la seule... La question, c'est si j'en ai parlé autour de moi en général ou aux hommes. Qu'est-ce que vous avez perçu au niveau politique de ce mouvement-là qui a été créé, au niveau politique, bien entendu? Moi, j'ai eu, parce que ça coïncidait un petit peu aussi avec une époque où j'ai vécu une situation difficile au niveau du Parlement en tant que femme, et j'ai beaucoup discuté avec des femmes du mouvement féministe qui étaient extrêmement intéressées par ce qui se passait. Parlementaires. Des parlementaires et des femmes de la société civile, extrêmement intéressées, très rassurées de voir qu'il y a encore qu'il y a une forme de relève de gens qui ont une conscience et qui se mobilisent pour en découdre avec des pratiques et des problèmes liés à l'éducation, liés... Voilà, ce sont des choses qui nous handicapent dans notre quotidien, dans notre évolution, dans notre cohésion sociale. On n'en peut plus de ces choses-là. Et ce harcèlement... Et les hommes en politique, comment ils ont réagi? Les hommes, bon, vous savez, ça les fait rigoler. C'est malheureusement, c'est ça, mais vous savez, au Maroc, je ne sais pas parce que c'est un combat contre les hommes, c'est parce que c'est un constat.
Et je regarde Sina Naïm Kamel parce que Sina Naïm Kamel, quand vous avez le World Gender Gap Report du Forum économique mondial, le rapport sur les écarts entre les genres du Forum économique mondial, qui dit que le Maroc est passé de la 133e place en 2014 à la 137e en 2018. C'est qu'on a reculé, c'est qu'il y a un problème. Et je pense que ce problème, c'est qu'on ne veut pas comprendre que c'est un sujet sérieux, comme le disait Mme Slessi tout à l'heure. C'est un combat légitime. Il faut que ça devienne quelque chose de beaucoup plus naturel, de beaucoup plus fluide, et on arrête de perdre du temps. Il faut arrêter de perdre du temps. Alors on va gagner du temps parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps pour aller au deuxième thème. Dernière question sur ce thème-là, Naïm Kamel. Des cas de femmes qui vous auraient marqué en action politique ou autre, mais surtout politique sur les 30-40 dernières années. Et Fatima Mernissi, bien sûr. Ouais, c'est la première qui me vient à l'esprit. C'est une sociologue, chercheur, avec E à la fin. Pour qu'on ne fasse pas encore un mauvais procès. J'ai eu l'occasion de collaborer avec elle. Personne ne nous a fait de mauvais procès, on a simplement répondu. Il est auteur, avec eux encore, d'une douzaine d'ouvrages, dont Sexe, idéologie islam, le harem politique, Sultan oublié. Et il y a la princesse Lalla Aïcha qui est en 1947. On est en 1947, est allée à Tanger avec son père, feu Mohamed V, et qui a fait un discours sans voile et sans foulard sur les cheveux. Il y a Touria Chewi, la première pilote femme marocaine qui a été assassinée probablement pour cette audace-là en 1956. Il y a, je me rappelle, bon, je n'ai jamais été d'accord politiquement avec elle, mais Saïda Minbi, qui est morte dans une grève de la faim alors qu'elle était en détention, qui fait partie de cette panoplie de l'équité et réconciliation qui a été menée au début rapidement, je vous laisse même pas le temps de réfléchir sur les 20 dernières années, 30 dernières années, des femmes en politique qui vous aient marqué rapidement, là, comme ça, sans réfléchir. Je vais dire Zulaikha Nasri, qui a été l'une des premières femmes ministres en 98, qui a été la première femme conseillère du roi. Très bien, donc on va passer à l'autre sujet. Bon, je veux vous le dire, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais je vous le redis encore une fois, vous avez remarqué qu'au moins sur ce plateau, la parité est respectée. Peut-être pas autant en temps de parole, mais la parité physique est respectée. Ça aurait été scandaleux qu'elle ne le soit pas aujourd'hui. Quand même. Ça devrait être toutes les journées, les 364 autres jours de l'année. Voilà. Alors, en Algérie, ce sont donc des centaines de milliers d'Algériens, jeunes ou moins jeunes, hommes ou femmes, représentant toutes les catégories sociales, qui peuplent la rue algérienne depuis 2 semaines aujourd'hui, emportant le respect du monde entier. Mais rien n'y fait. Le président sortant, Abdelaziz Bouteflika, maintient sa candidature pour un 5e mandat, avec cette concession, quand même, de ne pas achever son mandat et de convoquer des élections anticipées. Naïm Kamel, cette concession, d'après vous, est-ce qu'elle satisfait? On voit les manifestations qu'il y a. Non, c'est une énième manœuvre. C'est une énième manœuvre, c'est malheureux. Voilà quelqu'un qui a présidé pendant 20 ans l'Algérie, un grand pays, un grand peuple, une grande histoire aussi, et qui est en train de faire une sortie minable, une sortie lamentable, qui n'a pas su organiser son propre départ, qu'il a conçu autrement, ou qu'on l'a conçu pour lui. Parce que ce qui est grave aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est qu'il est candidat, il n'a pas présenté sa candidature, mais qu'au même moment où l'Algérie, la rue algérienne est en ébullition, Abdelaziz Bouteflika est encore à Genève, hospitalisé. C'est-à-dire qu'il n'est même pas en état de pouvoir diriger. Est-ce que, à tel point qu'Ali Ben Fliss, qui était un allié à une certaine époque. Il était son Premier ministre. Il était Premier ministre avec Abdelaziz Bouteflika, qui est aujourd'hui secrétaire général ou président, enfin il est chef de file de Tala'i al-Hurriya, a douté de sa paternité de cette lettre. Et c'est malheureux pour l'Algérie, c'est malheureux pour Bouteflika, mais nous avons vu aujourd'hui l'armée qui est très discrète. Justement, je voulais vous poser la question sur l'armée. Quelle est sa position? Elle est en train d'évoluer. Elle est en train d'évoluer. Déjà, on note que le général de corps d'armée, Gaïd Salah, qui est chef d'état-major et vice-ministre de la Défense, le ministre étant Abdelaziz Bouteflika encore, fait des interventions pour dire que l'armée est là pour assurer la stabilité et la sécurité de la patrie, pas du peuple algérien. Il faut noter la nuance, elle est très importante. Et il y a différentes interprétations. Est-ce que c'est de la menace? C'est-à-dire que l'armée peut
comme il l'a fait en 92, plonger le pays dans une nouvelle guerre civile, en intervenant militairement, en organisant un autre putsch contre la volonté populaire, parce qu'il ne faut pas l'oublier, en 92, les islamistes avaient remporté la victoire, la majorité au Parlement. Maintenant, ce n'est pas les islamistes, il n'y a même pas cette excuse, parce que les gens, moi, ce que j'aimerais, ce que je rêve aujourd'hui pour l'Algérie, c'est qu'on puisse avoir la révolution des œillets, celle du Portugal, on a vu l'armée et la jeunesse dans la rue se rejoindre pour créer une démocratie. C'est très bien pour la région, ça serait très bien pour notre monde et pour notre sphère arabo-africaine qu'un pays comme l'Algérie puisse sortir de ce qui est en train de se passer en paix et pour le meilleur. Alors, ce qui est en train de se passer, Leïla Slassi, ça vous inspire, en Algérie, bien entendu, ça vous inspire quoi? De l'inquiétude, de l'admiration, du respect, surtout en ces temps de main tendue du Maroc vers l'Algérie? Enfin, il y a une ébullition qui est en train de... En tout temps, ça ne peut qu'inspirer le respect et l'admiration. Nos voisins algériens font preuve d'un courage exemplaire. Ces manifestations sont tenues avec énormément de dignité, de manière absolument pacifique. Et ce qui me frappe, c'est la manière avec laquelle ils affrontent leur traumatisme passé, parce que pour les Algériens, il n'est pas simple de sortir dans la rue. On a vu que c'est une première, depuis bien longtemps. Ils ne s'étaient pas emparés de cet espace pour réclamer des droits, tout simplement parce qu'on leur faisait miroiter l'idée selon laquelle il valait mieux se taire pour préserver cette soi-disant stabilité que d'aller porter des revendications qui sont évidemment légitimes. C'est un peuple qui a été humilié par cette énième manœuvre et par cette nouvelle tentative de se maintenir au pouvoir, malgré l'évidence qui est qu'il faut que M. Bouteflika passe la main. Donc beaucoup de respect et d'admiration de nos voisins algériens dans le combat qu'ils sont en train de mener, et qu'on suit effectivement d'ici avec beaucoup d'attention et d'admiration. Leïla Taizi, on a commencé avec vous, on va finir avec vous parce que le temps court. Dans vos fonctions parlementaires SCGE, MIC, si j'ose dire, vous avez rencontré des responsables algériens. Est-ce que vous avez ressenti ou même simplement décelé des prémices du ras-le-bol qui est exprimé aujourd'hui dans les rues de toutes les villes algériennes? Oui, effectivement, je rencontre beaucoup d'Algériens dans mes différentes activités, des parlementaires, des artistes, des journalistes aussi, beaucoup de journalistes algériens. Je pense que véritablement, il y a, comme l'a dit Leïla, un ras-le-bol et puis un silence qui était là, mais un ras-le-bol qui est clair parce que le système est arrivé à ses limites. Le système est arrivé à ses limites. Alors évidemment, il y a une inquiétude. Parce que, comme on l'a dit à l'instant, c'est un peuple qui a été traumatisé par les événements des années 90, qui ont été des événements très violents. L'Algérie a une histoire violente. C'est un peuple qui ne veut plus renouer avec la violence. Et d'ailleurs, comme on vient de le dire, les manifestations sont très pacifiques, sont très civilisées et forcent le respect. Je pense qu'il faut rester confiant, et c'est ce que j'ai senti aussi. Parce que ce système a montré ses limites. D'ailleurs, on apprend aujourd'hui, comme on le sait, les événements évoluent très très rapidement. Je pense que de jour en jour, d'heure en heure, on va entendre des nouvelles choses qui se passent. On apprend maintenant qu'il y a beaucoup de défections. On est en journée de manifestation. Alors... Il y a beaucoup de défections dans le camp du candidat Bouteflika. Donc on va être étonné par les choses qui vont se passer dans les heures et les jours à venir. En tout cas, nous sommes des peuples frères et nous espérons véritablement que cette étape sortira sans trop de dégâts. C'est un pays voisin, c'est une région. Vous avez parlé de... Alors justement, il va vous rester... Désolé, Leïla Taizi, je vous ai interrompu, mais bon, le temps ne permet pas d'aller plus loin. Quelques secondes pour votre réaction. Je pensais terminer avec vous, mais finalement, non. Non, moi, je voulais juste ajouter une phrase, c'est d'espérer que le peuple algérien, l'Algérie, sortira de cette épreuve également avec une nouvelle conception des rapports dans la région, dans notre sous-région. Merci, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à vous trois d'avoir été avec nous à cette occasion du 8 mars. Merci mesdames d'avoir été là. Merci Naïm. Merci à vous tous de nous avoir suivis tout au long de cette émission. À la semaine prochaine. Merci.